Les muscles de la lionne se tendirent, le corps bas sur le sol. Ses yeux ambrés fixèrent Sarah Miller, âgée de 10 ans. Une cinquantaine de mètres de terre africaine brûlée par le soleil les séparait, une distance que la lionne pouvait parcourir en quelques secondes. La petite poitrine de Sarah se soulevait et s'abaissait dans des respirations rapides, sa queue de cheval blonde mouillée de sueur contre sa nuque. L'outil métallique dans ses mains tremblantes captait la lumière crue du soleil de midi. « Ne cours pas », se murmura-t-elle à elle-même, se souvenant des mots de son père, ne jamais courir. Le temps sembla ralentir alors que le grognement de la lionne vibrait dans l'air. Derrière Sarah, le petit lionceau piégé gémissait, ses yeux dorés grands ouverts, remplis de douleur et de peur. Du sang coulait de l'endroit où le tuyau rouillé avait entaillé sa patte. Sarah était allée trop loin pour l'abandonner maintenant. Risquerait-elle tout pour sauver une créature sans défense? Quand le danger ne se trouvait qu'à quelques secondes. Sarah le fit. Mais ce qui se passa ensuite ne fut pas seulement inattendu. Cela remettrait en question tout ce qu'elle croyait savoir sur la nature, sur la perte et sur les liens mystérieux qui se forment parfois entre les âmes les plus improbables. Laissez un j'aime et partagez vos réflexions dans les commentaires, ainsi que la ville d'où vous regardez. Maintenant, continuons avec l'histoire. Sarah Miller avait toujours été petite pour son âge, mais ce que la fillette de 10 ans n'avait pas en taille, elle le compensait par une détermination féroce qui ressemblait à celle de son défunt père. Jack Miller avait été le garde forestier en chef de la réserve de conservation de Willow Creek pendant 15 ans avant qu'un tragique accident ne lui ôte la vie. Il y a 2 ans maintenant, Sarah vivait avec son oncle Mike, dans une modeste cabane de garde forestier en bordure de la réserve, entourée des paysages sauvages que son père avait consacrés à protéger. Jack avait enseigné à Sarah la faune depuis qu'elle marchait. « Les animaux ne sont pas si différents de nous », lui disait-il, d'une voix douce mais pleine d'autorité. « Ils ressentent la peur, l'amour et la douleur, tout comme nous. » Il avait une affinité particulière pour la fierté des lions de la réserve, en particulier une lionne qu'il avait sauvée alors qu'elle était lionceau et qu'il avait surnommée Nala. Sarah avait hérité de ce lien, s'éclipsant souvent vers des points d'observation avec les vieilles jumelles de son père pour observer la fierté à distance de sécurité, imaginant que Nala se souvenait d'une façon ou d'une autre de son père. L'oncle Mike Morgan avait été le meilleur ami et collègue de Jack pendant plus d'une décennie. Un homme costaud aux yeux gentils et à l'expression perpétuellement inquiète, il prit sa promesse de s'occuper de Sarah avec une grande sérieux. « Je ne laisserai rien lui arriver, Jack », jura-t-il lors des funérailles, la voix brisée. Cette promesse avait transformé Mike en un gardien trop prudent, constamment tiraillé entre l'honneur de la mémoire de son ami en encourageant l'amour de Sarah pour la faune et en la protégeant des dangers qui avaient coûté la vie à son père. La réserve de Willow Creek s'étendait sur 50 000 acres de nature africaine immaculée, abritant d'innombrables espèces, dont la magnifique fierté de lion qui avait rapidement assassiné Jack. Mais de sombres nuages planaient sur ce paradis. La Blackstone Mining Corporation avait fait pression sur le gouvernement pour qu'il réduise le statut protégé de la réserve, affirmant que de précieux gisements minéraux se trouvaient sous son sol. Leur PDG, Richard Thornton, un homme aux cheveux argentés et aux yeux froids, s'était personnellement affronté à Jack Miller à plusieurs reprises avant la mort de Jack. La connexion. Sarah avait surpris les gardes forestiers en train de discuter à voix basse. Alors que la sécheresse sévissait dans la région et que l'équipement minier empiétait de plus en plus près des limites de la réserve, les tensions montaient. Sarah se retrouva prise entre les restrictions protectrices de son oncle Mike et sa conviction croissante que son père aurait voulu qu'elle suive ses traces, qu'elle se tienne entre les créatures sauvages et ceux qui voulaient leur faire du mal, quel qu'en soit le prix. « Reste à la cabane, Sarah, je suis sérieux cette fois », la voix ferme de l'oncle Mike était minée par les rides d'inquiétude qui plissaient son front alors qu'il enfilait sa veste de rangée kaki. La réunion d'urgence avec les responsables de la réserve et les représentants de l'agence de protection de la faune ne pouvait pas arriver à un plus mauvais moment. De sombres nuages se sont amassés à l'horizon, promettant la première véritable tempête après des mois de sécheresse. « Mais je pourrais aider à prendre des notes », protesta Sarah, faisant tournoyer la vieille boussole de son père entre ses doigts. « Papa a toujours dit que j'étais la meilleure preneuse de notes. » L'expression de Mike s'adoucit un instant. « C'est différent, ma puce. Les gens de Blackstone seront là. Ça va s'enflammer. » Il s'agenouilla en posant ses grandes mains sur ses épaules. « Juste quelques heures. »« D'accord, Agnès passera te voir à l'heure du déjeuner. » Sarah hocha la tête docilement, regardant de la fenêtre la Jeep de Mike disparaître sur le chemin de terre. Elle attendit exactement 17 minutes, le temps qu'il fallut à Agnès, la cuisinière de la réserve, pour être absorbée par sa routine quotidienne de fabrication du pain,
avant de sortir par la porte de derrière avec les jumelles de son père rebondissant contre sa poitrine et son journal météorologique soigneusement rangé dans son sac à dos. La réserve semblait différente aujourd'hui, plus calme, comme si les animaux sentaient la tempête qui approchait. Sarah se déplaça avec une pratique furtive, suivant le sentier caché que son père lui avait montré il y a des années. Il menait à Lyon Ridge, le point d'observation préféré de Jacques Miller, surplombant la vallée orientale où la Fierté chassait souvent. Sarah n'était pas allée là-bas depuis la mort de son père, son oncle Mike l'avait déclarée strictement interdite. Juste un petit coup d'œil, promit-elle au ciel, imaginant son père qui l'observait. Je serai de retour avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. La crête offrait une vue spectaculaire, des prairies dorées s'étendant vers des arbres d'acacia lointains, le point d'eau maintenant réduit à une mare boueuse après des mois sans pluie. Sarah s'installa sur un rocher plat en dépliant le journal de son père pour y ajouter ses propres observations, comme il le lui avait appris. Le grondement lointain du tonnerre ponctua le grattage de son crayon. C'est alors qu'elle l'entendit. Un cri faible et angoissé porté par le vent. Sarah se figea, penchant la tête pour écouter. C'était de nouveau un gémissement pitoyable, différent de tout ce qu'elle avait entendu auparavant. Il venait d'un groupe de rochers près de l'ancien équipement minier abandonné que Blackstone avait reçu l'ordre de retirer l'année dernière, mais qu'il n'avait jamais fait. La curiosité l'emporta sur la prudence. Sarah dégringola la crête en se dirigeant vers le son cœur battant plus vite à chaque pas. En contournant un gros rocher, elle halta, là, coincé à l'intérieur d'un tuyau d'acier rouillé, se trouvait un petit lionceau d'environ 3 mois. Sa fourrure dorée était emmêlée de saleté et de ce qui ressemblait à du sang séché, ses pattes avant piégées profondément à l'intérieur du cylindre étroit. « Oh non !» murmura Sarah en reconnaissant immédiatement le petit. Elle l'avait observé à travers des jumelles il y a quelques semaines à peine, jouant avec ses frères et sœurs pendant que la Fierté somnolait au soleil de l'après-midi. C'était le plus jeune de Nala, le plus petit de sa dernière portée, reconnaissable à la marque sombre unique autour de son œil droit. Le petit hurla faiblement à l'approche de Sarah, ses yeux ambrés grands ouverts de peur. L'esprit de Sarah s'emballa. Elle avait besoin d'aide, elle devait trouver l'oncle Mike. Elle fouilla dans le petit poste radio de son sac à dos, pour se rendre compte qu'il était mort. Elle avait oublié de le charger après sa dernière expédition secrète. Son téléphone n'affichait aucun signal, typique de cette partie reculée de la réserve. Un mouvement sur la colline au-dessus attira son attention. Le sang de Sarah se glaça. Là, observant avec une attention intense, se tenait la Fierté, 5 lionnes avec Nala en tête, son corps puissant complètement immobile, à l'exception d'un léger mouvement de la queue. Derrière elle, la forme sombre et à la crinière du mâle de la Fierté arpentait sans cesse. Sarah déglutit difficilement, figée sur place. Chaque instinct lui criait de courir, mais la voix de son père résonnait dans sa mémoire, courir déclenche la chasse. Tenez bon, faites preuve de respect. Le petit gémissait à nouveau, ses luttes devenant plus faibles. Sarah jeta un coup d'œil entre le bébé piégé et sa mère observatrice, la compréhension l'envahissant. Nala n'avait pas attaqué parce que son petit était piégé. Elle attendait, observait, espérant peut-être de l'aide. Une bataille morale faisait rage dans le cœur de Sarah. L'oncle Mike serait furieux, non, au-delà de la fureur. Elle rompait sa règle la plus importante. Mais son père lui avait appris que parfois il fallait enfreindre les règles pour faire ce qui était juste. La respiration du petit devenait plus difficile. Il n'avait pas beaucoup de temps. De sombres nuages planaient désormais directement au-dessus de sa tête et les premières grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, éclaboussant le sol poussiéreux. L'orage était sur le point d'éclater et Sarah Miller était sur le point de prendre une décision qui allait tout changer. Le cœur de Sarah martelait contre ses côtes alors qu'elle pesait ses options. Les sombres nuages au-dessus grondèrent de façon menaçante et le vent commença à se lever, pliant les hautes herbes en vagues. Elle essaya son téléphone une fois de plus, toujours pas de signal. Le quartier général de la conservation se trouvait à au moins 6 km et son oncle Mike avait pris la Jeep bien avant qu'elle ne puisse revenir pour obtenir de l'aide. L'orage serait à son comble et le petit. Sarah jeta un coup d'œil à ses flancs haletants. Le petit pourrait ne pas y arriver. D'accord, se murmura-t-elle à elle-même, en posant son sac à dos lentement. Papa aiderait, papa n'abandonnerait pas. Elle se souvint des leçons de son père sur la façon d'approcher la faune blessée, mouvement lent, énergie calme, ils peuvent sentir la peur et la tension. La voix de Jacques Miller semblait la guider de sa mémoire. Sarah prit 3 profondes respirations, se recentrant comme son père lui avait appris à le faire. « Salut, petit »
dit-elle doucement, en gardant sa voix ferme malgré sa terreur. « Je vais t'aider, je te le promets. » Sarah garda les yeux principalement sur le petit, mais maintint une conscience périphérique de la fierté qui observait depuis la colline. Nala s'était légèrement rapprochée, mais restait à une distance que le père de Sarah aurait qualifiée de prudemment observatrice. Le lion mâle avait disparu de la vue, ce qui inquiétait Sarah plus que de le voir. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, plus régulièrement, tapotant maintenant contre le tuyau métallique et mouillant la chemise de Sarah. Le petit piégé émit un son pitoyable, à moitié nul, à moitié gémissement, ses forces s'amenuisant clairement. Sarah s'approcha, récitant les règles de son père dans sa tête comme une prière, « Gardez vos mouvements prévisibles. Non, pas de gestes brusques. Ne montrez pas vos dents. Quand vous souriez, il le voit comme de l'agression. » Lorsqu'elle se trouvait à environ 1,5 m du tuyau, Sarah s'agenouilla, se faisant plus petite. Les yeux effrayés du petit croisèrent les siens. De près, elle pouvait voir que sa situation était pire qu'elle ne l'avait pensé au départ. Le bord rouillé du tuyau avait entaillé sa patte avant, laissant une vilaine blessure qui commençait à avoir l'air infectée. Ses pattes arrière grattaient faiblement contre la terre, n'ayant plus la force de se retirer avec une véritable force. « Tout va bien », apaisa Sarah, en s'approchant. « Je sais que tu as peur. » Sa première tentative pour libérer le petit fut simplement d'essayer de voir s'il pouvait être doucement tiré du tuyau. Sarah tendit les mains tremblantes, touchant le dos du petit aussi légèrement que possible. Le petit grogna faiblement, mais était trop épuisé pour opposer beaucoup de résistance. Sarah essaya de trouver une prise sur sans le blesser davantage. Mais dès qu'elle exerça la moindre pression, le petit cria de douleur. Le son envoya une vague visible de tension à travers la fierté observatrice. Nala fit 2 pas en avant, ses épaules musclées se gonflant. Sarah avait le cœur qui battait la chamade. « Je suis désolée », murmura-t-elle au petit et à la mère. « J'essaie d'aider. » En regardant de plus près le tuyau, Sarah réalisa le problème. L'intérieur était rouillé, avec des bords tranchants et dentelés qui s'étaient incrustés dans la patte du petit lorsqu'il avait essayé de se dégager. Le simple fait de tirer causerait davantage de dégâts. Elle devait soit élargir le tuyau d'une manière ou d'une autre, soit le lubrifier pour aider le petit à glisser. Tout en réfléchissant à ces options, le regard de Sarah se posa sur quelque chose à moitié enfoui dans la terre près du tuyau. Elle balaya soigneusement la terre pour révéler un petit piquet métallique avec un drapeau orange, le genre utilisé pour marquer les limites. En regardant autour d'elle, elle en aperçut plusieurs autres formant une ligne vers la section protégée de la réserve. Avec une inquiétude croissante, Sarah les reconnut comme des marqueurs d'arpentage, le type exact utilisé par la société minière Blackstone. Ils complotaient quelque chose à l'intérieur de la limite protégée. « Ils ne sont pas censés être ici », murmura-t-elle, la colère remplaçant momentanément sa peur. Cela devait être ce sur quoi son père enquêtait avant son accident. Un éclair suivi d'un tonnerre retentissant attira l'attention de Sarah sur la crise immédiate. La pluie tombait plus fort maintenant et l'eau avait commencé à s'accumuler dans la légère dépression où se trouvait le tuyau. Sarah remarqua avec une panique croissante que si la pluie continuait à ce rythme, la tête du petit serait bientôt en danger d'être submergée. Les temps désespérés exigeaient des mesures désespérées. Sarah ouvrit son sac à dos et en vida le contenu. Elle avait une petite bouteille d'eau, la vieille boussole de son père, une barre granola, une petite trousse de premiers soins et une bouteille de lotion pour les mains format voyage que sa mère avait insisté pour qu'elle emporte pour sa peau chroniquement sèche. Sarah s'empara de la lotion avec une inspiration soudaine. « Ça pourrait t'aider, » dit-elle au petit, en dévissant le bouchon. « Mon père disait toujours que si ça coince, le mouiller ou le rendre glissant aide généralement. » Pendant que Sarah travaillait, le ciel s'ouvrit complètement. La pluie tomba à verse, la trempant. En quelques secondes, la dépression autour du tuyau se remplissait plus vite qu'elle ne l'avait anticipé. Au loin, un grondement sourd, qui n'était pas du tonnerre, attira son attention. La rivière saisonnière qui traversait la partie et de la réserve devait recommencer à couler après des mois de sécheresse si les cours d'eau secs près d'eux se remplissaient. Sarah travailla plus vite, pressant de la lotion autour de la patte piégée du petit et la massant doucement dans l'espace étroit entre la fourrure et le métal. Le petit gémissait, mais semblait comprendre qu'elle essayait de l'aider, luttant moins avec panique maintenant, presque là, Sarah l'encouragea, les cheveux trempés collés à son visage un peu plus, juste au moment où elle s'apprêtait à réessayer. Des voix portées par le vent, des voix en colère et urgentes. À travers le rideau de pluie, Sarah aperçut plusieurs silhouettes s'approcher de la direction des marqueurs d'arpentage.
À leur tête se trouvait un grand homme vêtu d'un imperméable coûteux. Même à cette distance, elle reconnut les cheveux argentés et l'allure imposante de Richard Thornton, PDG de Blackstone Mining, l'homme qui, selon les murmures parmi le personnel de la réserve, s'était disputé violemment avec son père la veille où le corps de Jack Miller avait été retrouvé au fond des gorges de Kingfisher. Le sang de Sarah se glaça. Si Thornton la trouvait ici près de ses marqueurs d'arpentage illégaux avec des preuves d'intrusion de Blackstone sur des terres protégées. Les silhouettes qui s'approchaient ne l'avaient pas encore remarqué, concentrée comme elle l'était sur la sécurisation de l'équipement contre la tempête. Sarah avait quelques minutes au plus avant d'être découverte. Le petit gémissait à nouveau, l'eau atteignant maintenant son menton, le temps était écoulé. Sarah devait agir, maintenant, pour le petit, pour elle-même et, d'une certaine manière, elle sentait pour son père. L'oncle Mike Morgan frappa du poing sur la table de la salle de réunion, faisant vibrer les tasses à café à moitié vides. Les représentants de l'agence de protection de la faune échangèrent des regards mal à l'aise, tandis que les avocats de Blackstone Mining conservèrent leurs expressions impassibles habituelles. « Cette réunion est une mascarade », grogna Mike. « Vous n'êtes pas ici pour négocier de bonne foi. Vous faites traîner les choses pendant que votre équipement se rapproche de nos limites chaque jour. Monsieur Morgan, s'il vous plaît ?» Le responsable gouvernemental ajusta nerveusement sa cravate. Ces accusations sans preuve, Mike rit amèrement. Jack Miller avait des preuves juste avant de mourir. Une tension subtile se propagea dans la pièce à la mention du nom de Jack. Le représentant légal de Richard Thornton se pencha en avant. « Monsieur Morgan, je dois vous mettre en garde contre le fait de faire des déclarations potentiellement diffamatoires. » La réplique de Mike fut interrompue par un coup affolé. Agnès fit irruption, la pluie dégoulinant de son imperméable. « Mike, Sarah a quitté la cabane. Je ne la trouve nulle part. » Et la tempête s'aggrave. Le sang se retira du visage de Mike. « Il y a combien de temps ? » ? « Je ne sais pas. Je cuisinais. Elle était censée rester. Ils ont mis Agnès ont passé ses mains. J'ai vérifié ses endroits habituels, rien. » Mike était déjà en route vers la porte en attrapant sa veste. « Mince, Sarah, pas aujourd'hui. » Il se précipita vers sa Jeep, la pluie le frappant sans pitié alors qu'il cherchait ses clés. Son second, Ray, trottina à ses côtés. « Je vais vous aider. Regardez, le cadran a été inondé. La dernière fois que nous avons eu une tempête aussi forte, je sais où elle irait, dit Mike d'un ton sombre, démarrant le moteur. Lion Ridge, c'est là que Jack avait l'habitude de l'emmener. C'est dangereusement proche du territoire actuel de la Fierté, dit Ray en montant, et avec la pluie, les lits des ruisseaux secs vont se remplir rapidement. Les jointures de Mike blanchirent sur le volant. Avant de mettre la Jeep en marche, il tendit la main vers la boîte à gants et sortit le carnet de Sarah, celui qu'elle pensait qu'il ne connaissait pas. Il l'ouvrit, révélant des observations détaillées des mouvements de la Fierté de Lyon, écrites dans une écriture soignée d'enfant. La dernière entrée, datée d'il y a 2 jours à peine, notait le plus petit lionceau de Nala boitant légèrement. Nous observerons à nouveau demain. L'estomac de Mike fit un nœud. Elle les traque comme Jack le lui a appris. Alors que la Jeep tanguait en avant sur la route boueuse, l'esprit de Mike fut envahi de souvenirs, Jack assis près d'un feu de camp, sa fille blottie contre lui, pendant qu'il expliquait à Mike pourquoi il enseignait à Sarah la faune. À un si jeune âge, elle doit comprendre ce qui vaut la peine d'être défendue. Mike, interrompit Mike. Jack lui avait jeté un long regard. S'il m'arrive quelque chose, rien ne t'arrivera. Mike avait fait sa promesse comme les gens le font quand ils ne peuvent imaginer le scénario se produire. Puis Jack est mort et tout a changé. Il avait été si déterminé à protéger Sarah, à ne jamais la laisser affronter les dangers qui ont emporté son père, qu'il avait ignoré les souhaits de Jack. Peut-être avait-il protégé son propre cœur autant que la vie de Sarah. J'aurais dû la laisser rejoindre le programme de Rangers Junior, murmura Mike. J'aurais dû lui faire davantage confiance. Vérifier les canaux radio d'urgence. J'alerterai les autres Rangers. Nous avons besoin de toutes les mains pour cette recherche. Les essuie-glaces luttaient contre l'averse alors qu'ils fonçaient vers Lion Ridge. Mike ne pouvait que prier pour qu'il ne soit pas déjà trop tard. Sarah travaillait frénétiquement, la pluie ruisselant sur son visage alors qu'elle appliquait davantage de lotion autour de la patte piégée du petit. Le niveau de l'eau montait de façon alarmante et les voix de l'équipe de Blackstone se faisaient plus proches. L'orage s'était intensifié, les éclairs sillonnant le ciel en fourche brillante. S'il vous plaît,
faites que ça marche, supplia-t-elle doucement en essayant de faire pivoter la patte du petit tout en la poussant vers l'arrière. Le petit gémissait, mais semblait comprendre qu'elle l'aidait, ne luttant plus contre son contact. Sarah s'était positionnée pour bloquer la vue du petit aux hommes qui approchaient, utilisant son petit corps comme un bouclier. Elle pouvait entendre Richard Thornton donner des ordres pour sécuriser l'équipement avant que le pire de la tempête ne frappe d'une minute à l'autre. Maintenant, ils allaient la repérer. Soudain, elle sentit un léger relâchement de la position du petit. La combinaison de l'eau de pluie et de la lotion fonctionnait. Le cœur de Sarah bondit d'espoir. C'est ça. C'est ça, l'encouragea-t-elle. Travaillant avec une nouvelle vigueur. L'expression du petit changea, les yeux ambrés se fixant sur quelque chose. Derrière Sarah, un grognement sourd, qui n'était pas du tonnerre, remplit l'air. Sarah n'eut pas besoin de se retourner pour savoir ce qui s'était passé. Nala avait décidé de s'approcher. Que ce soit pour protéger son petit des humains ou de la montée des eaux, Sarah ne pouvait pas le savoir. Le temps sembla se condenser en une série d'instantanés vifs, la voix de Richard Thornton coupant soudainement au milieu d'une phrase alors qu'il apercevait la lionne. Les cris de panique de ces hommes, les luttes du petit avec une énergie nouvelle et Sarah prise au milieu, refusant d'abandonner la vie littéralement entre ses mains. Se souvenant des enseignements de son père, Sarah commença à parler à la lionne mère sans la regarder directement, une technique que Jacques avait utilisée pour calmer les animaux agités. « Je sais que vous êtes inquiète, dit-elle, la voix claire malgré sa peur. J'aide votre bébé, je vous le promets, comme mon père vous a aidé autrefois. » Que ce soit le ton calme de Sarah ou une reconnaissance plus profonde, Nala n'attaqua pas. Elle resta posée au bord de la vision périphérique de Sarah, les muscles tendus mais maintenant sa position. Avec une dernière manipulation en douceur, Sarah sentit la patte du petit se dégager du tuyau. La libération soudaine fit tomber Sarah et le petit en arrière dans l'eau boueuse. Sarah se releva à quatre pattes, reculant lentement alors que le petit se secouait faiblement. C'est alors que plusieurs choses se produisirent à la fois. Le petit essaya de se diriger vers sa mère, mais s'effondra, clairement trop faible de son épreuve. Richard Thornton et deux de ses hommes apparurent autour de la formation rocheuse, se figeant à la vue de la lionne, et le lit du ruisseau sec, à une vingtaine de mètres, déferla soudainement avec de l'eau en mouvement rapide, coupant la voie d'évasion de Sarah vers Lion Ridge. Sarah était piégée entre le cours d'eau en crue, les lions et les dirigeants miniers. Thornton se ressaisit le premier, évaluant la situation avec un sang-froid. « La fille de Morgan, dit-il, la reconnaissance scintillant dans ses yeux, la fille de Jacques Miller, qui espionne notre opération. Je vois, tu n'es pas censé être ici. » Sarah cria, essayant de garder sa voix ferme. C'est un terrain protégé. Ce sont des marqueurs d'arpentage illégaux. L'expression de Thornton s'endurcit. Gamine intelligente, comme ton père, trop intelligente pour ton bien. Un des hommes de Thornton se dirigea vers un camion. Monsieur, le fusil, n'est-ce pas, cria Sarah. Vous ne pouvez pas la tuer, elle ne fait que protéger son petit. L'impasse fut interrompue par le bruit lointain d'un moteur de Jeep et des voix appelant le nom de Sarah. L'oncle Mike avait découvert qu'elle avait disparu. Thornton jeta un coup d'œil en direction des sons qui approchaient, puis vers Sarah. Quelque chose de calculateur traversa son visage. Cette tempête est dangereuse, n'est-ce pas? Des crues soudaines, des animaux sauvages, des accidents tragiques se produisent dans de telles conditions. Comme le père, comme la fille, la sang de Sarah se glaça peut-être à la menace à peine voilée. Mais avant que Thornton ne puisse en dire davantage, Nala laissa échapper un grognement d'avertissement qui fit reculer rapidement les hommes. La lionne s'avança, se positionnant entre Sarah et l'équipe minière, son attention semblant partagée entre la protection de son petit et la protection de Sarah. Sarah, la voix de l'oncle Mike résonna au-dessus de la tempête. Sarah, où êtes-vous? Sarah voulut répondre, mais la peur garda sa voix bloquée dans sa gorge. Nala tourna sa tête massive vers Sarah, leurs yeux se rencontrant à ce moment-là, malgré tout ce que son oncle lui avait appris sur les animaux sauvages n'ayant pas d'émotions humaines, Sarah aurait juré qu'elle vit la reconnaissance dans ses profondeurs ambrées, pas seulement comme une menace ou une proie potentielle, mais comme quelque chose d'autre. La pensée fut interrompue par un cri. L'oncle Mike l'avait repéré de l'autre côté du cours d'eau inondé, son visage contorsionné par la peur et le soulagement. « Restez là !» cria-t-il, cherchant déjà un moyen de traverser. « Ne bougez pas !» L'équipe de conservation se rassembla au bord des eaux montantes, évaluant frénétiquement les options. Le cœur de Mike s'arrêta quand il vit non seulement Sarah,
mais la lionne, à moins de 5 mètres d'elle. De l'autre côté de la clairière se trouvaient Richard Thornton et ses hommes, semblant tout aussi piégés par la combinaison des inondations et du prédateur. « Nous avons besoin de tranquillisants », suggéra un ranger en démarrant son fusil. « Non », argumenta le docteur Emily Chen, le vétérinaire de la réserve. « Sous cette pluie, avec ces vents, une fléchette pourrait rater ou délivrer une mauvaise dose, et si la mer est touchée, la fierté sera sur nous en quelques secondes. »« Alors, que faisons-nous » demanda Mike. « C'est ma nièce là-bas. » Ray montra une partie étroite du cours d'eau où un arbre tombé créait un pont partiel. « Nous pouvons traverser par là. Approchez-vous lentement par derrière Sarah. » Pendant que l'équipe discutait des options, le docteur Chen étudia la scène à travers des jumelles. « Attendez, dit-elle soudainement, regardez le petit. Il est blessé, récemment libéré de quelque chose, et la mère ? Elle ne se comporte pas de façon typiquement agressive. Elle se positionne entre Sarah et ses hommes, pas entre Sarah et son petit. » Mike saisit les jumelles, se concentrant d'abord sur sa nièce, trempée, effrayée mais incroyablement debout, puis sur la lionne. Chen avait raison. La posture du chat massif était défensive, mais son agressivité semblait dirigée vers le groupe de Thornton. Sarah essayait d'aider le petit, réalisa Mike, comme Jacques l'aurait fait, le débat sur la façon de secourir Sarah tout en assurant la sécurité de tous, y compris des lions, s'envenima. Certains rangers soutinrent que la vie humaine devait primer, suggérant qu'ils effraient les lions avec des coups de semonce. D'autres, en particulier ceux qui avaient travaillé en étroite collaboration avec Jacques, insistèrent sur le fait qu'il existait un moyen de résoudre la situation sans blesser les animaux que Jacques avait consacré sa vie à protéger. « C'est exactement ce qui a tué Jacques », murmura un ranger vétéran. « Mettre les animaux avant les gens. Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Mike riposta, bien que le doute obscurcissait ses yeux. Les circonstances de la mort de Jacques ne lui avaient jamais été parfaitement claires. De l'autre côté de l'eau, Richard Thornton avait commencé à se diriger vers son camion, planifiant clairement sa propre évasion, quel que soit le sort de Sarah. Le mouvement agita Nala, qui grogna plus férocement, sa queue fouettant l'air. Mike prit une décision, « Je vais y aller. Chen, tu viens avec moi. Nous pourrions avoir besoin de ton expertise avec le cube Ray. Gardez tous les autres ici, mais soyez prêts à créer une diversion si les choses tournent mal. » Mike, tu ne peux pas, Ray commença. Elle est ma responsabilité, coupa Teil. Jacques y serait allé, alors j'y vais. Alors qu'il traversait prudemment le pont de l'arbre tombé, Mike aperçut le visage de Sarah. Malgré son effroi évident, il y avait autre chose là, une détermination qui ressemblait tant à celle de son père. Cela serra la poitrine de Mike. Pour la première fois, il vit vraiment Jacques en elle, pas seulement dans son apparence, mais dans son esprit. Il avait été si concentré à protéger l'enfant qu'il avait omis de nourrir les parties d'elle qui faisaient d'elle la fille de Jacques. Le docteur Chen parla doucement alors qu'ils approchaient. Si le cube est grièvement blessé, la mère peut être réticente à le déplacer. C'est peut-être pour cela qu'elle ne s'est pas encore retirée avec lui. Alors, que faisons-nous ? Demanda Mike, gardant la voix basse. Nous lui montrons que nous pouvons l'aider, répondit Chen simplement. Lorsqu'ils furent assez proches pour que Sarah puisse entendre sans crier, Mike l'appela doucement, « Sarah, reste parfaitement immobile, nous venons vers toi. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes de soulagement, mais elle garda sa position. « Le cube est piégé, » expliqua-t-elle, la voix tremblante. « Je l'ai sorti, mais il est blessé. » Et, oncle Mike, ces hommes mettent des balises sur des terres protégées, comme papa a dit qu'il le faisait. Mike sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la pluie. Il jeta un coup d'œil à Thornton, qui le regardait avec une hostilité nue, un problème à la fois. Mike dit à Sarah, « Le docteur Chen va aider le cube et ensuite nous allons tous rentrer à la maison. » Chen prépara une petite trousse médicale de terrain, ses mouvements lents et délibérés. « Je dois examiner le cube, » dit-elle doucement à Sarah, « peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Alors que Sarah expliquait la situation du tuyau et de la patte blessée du cube, Chen s'approcha progressivement, racontant ses actions à Sarah et, apparemment, à Nala, la lionne, qui regardait avec une attention intense mais permit l'approche avec une expertise consommée. Chen examina le cube à une distance respectueuse, puis prépara un traitement antiseptique rapide qui pouvait être appliqué sans avoir à manipuler complètement le cube. Les coupures ne sont pas profondes, mais une infection commence à se développer. Cela aidera jusqu'à ce qu'elle puisse le ramener à la fierté. Pendant les 10 minutes qui suivirent,
Mike se positionna entre Sarah et le groupe de Thornton. Le visage de l'ancien dirigeant était un masque de fureur à peine contenu alors qu'il regardait l'équipe de conservation travailler pour sauver le lionceau qui avait par inadvertance exposé son opération d'enquête illégale. Finalement, Shen recula. C'est tout ce que je peux faire ici. Le reste dépend d'elle. Comme pour comprendre, Nala s'approcha de son cube, le reniflant attentivement avant de le pousser doucement avec son nez. Le cube lutta pour se lever, vacillant, mais se tint debout avec un dernier regard pénétrant sur les humains, s'attardant le plus longtemps sur Sarah. Nala guida son cube vers le flanc de la colline où le reste de la fierté attendait. Ce n'est que lorsque les lions se furent retirés à une distance de sécurité que Mike serra finalement Sarah dans une étreinte féroce. « Ne fais plus jamais ça », murmura-t-il, la voix brisée. « Je devais aider, Sarah, dit-elle, ses petites mains agrippant sa veste. Papa aurait aidé. » Mike ferma les yeux, la serrant plus fort. « Je sais, ma puce, je sais qu'il l'aurait fait, au-dessus de l'épaule de Sarah. » Il croisa le regard de Richard Thornton, qui les regardait avec une expression qui envoya de la glace dans les veines de Mike. Cette confrontation était loin d'être terminée. L'orage continuait de faire rage autour d'eux et les eaux montantes menaçaient de tous les échouer sur ce terrain de plus en plus précaire. Sarah avait sauvé le cube, mais en faisant cela, elle avait peut-être attiré un prédateur plus dangereux que n'importe lequel avec des griffes et des dents. Le ciel s'ouvrit avec un autre éclair aveuglant, suivi immédiatement d'un vacarme assourdissant qui sembla secouer le sol même sous leurs pieds. Le bref répit consécutif au sauvetage du cube s'évapora aussi vite qu'il était venu. L'eau dans le ruisseau ne coulait plus simplement. Elle déferlait, brunée en colère, charriant des débris des hauteurs. Ce qui avait été une traversée de 15 pieds de large devenait rapidement un torrent déchaîné. « Nous devons bouger maintenant », insista Mike, gardant un bras fermement autour des épaules de Sarah. « Ce bassin derrière nous inondera complètement si la pluie continue à ce rythme. » Le docteur Shen remballa à la hâte sa trousse médicale. « Le chemin de l'Est devrait encore être praticable si nous nous dépêchons. » Richard Thornton était apparemment arrivé à la même conclusion. Il aboya des ordres à ses hommes qui s'efforçaient de rassembler leur équipement d'enquête. « Laissez ça, faites bouger les camions avant de perdre la route d'accès. » Le moteur du premier camion rugit, les phares coupant à travers le rideau de pluie. Alors qu'il commençait à se déplacer, les pneus patinèrent dans le sol qui s'assouplissait rapidement, projetant de la boue dans toutes les directions. Le véhicule bascula sur le côté, glissant dangereusement près du bord de l'eau montante. « Ils vont détruire la seule voie de sortie », observa Ray sombrement par radio. « Mike, faites traverser Sarah ce point élevé sur votre droite. Nous vous rejoignons sur la crête avec la deuxième Jeep. » Mike hocha la tête, guidant Sarah vers les hauteurs. La jeune fille grelottait malgré la chaleur relative de la pluie, ses yeux se tournant constamment vers le flanc de la colline où Nala et son cube avaient disparu. « Ils iront bien », l'assura Mike. « Les lions ont survécu à des tempêtes comme celle-ci pendant des milliers d'années. » « Mais le cube est blessé, » protesta Sarah. « Et le repère est en contrebas. Papa me l'a montré une fois, de loin. » Avant que Mike ne puisse répondre, un bruit semblable à celui d'un train de marchandises fendit l'orage. Le docteur Shen attrapa son bras, pointant vers l'amont. Crue soudaine. Un mur d'eau d'au moins 5 pieds de haut et charriant des arbres déracinés et des broussailles dévalait le ruisseau vers eux. Les camions Blackstone firent vrombir leurs moteurs, courant pour échapper à son passage. L'un d'eux remonta la pente, l'autre contenant Thornton, lui-même embourbé à mi-chemin. « Dépêchez-vous » cria Mike, soulevant pratiquement Sarah alors qu'il grimpait à l'assaut de la colline. Shen suivit de près, sa trousse médicale serrée contre sa poitrine. L'eau de crue frappa le camion bloqué avec une force énorme, le poussant sur le côté. Le métal gronda, les pneus perdant leur emprise ténue. Thornton et son chauffeur abandonnèrent le véhicule, s'agrippant à la pente boueuse à 4 pattes. Le pied de Sarah glissa et elle tomba lourdement sur un genou avec un cri de douleur. Mike la ramassa sans rompre son élan, mais ils étaient en train de perdre la course contre l'eau qui montait rapidement. La crue se répandait au-delà des limites du ruisseau, maintenant des doigts d'eau boueuse atteignant des hauteurs de plus en plus grandes à chaque seconde qui passait. Là, Shen pointa vers un affleurement rocheux à 10 mètres de là. « C'est notre meilleure chance. » Ils atteignirent les rochers juste au moment où l'eau commença à tourbillonner autour de leurs chevilles. Mike souleva Sarah en premier, puis aida Shen avant de se hisser sur la sécurité relative de l'îlot de pierre autour d'eux. Le paysage se transformait sous leurs yeux, le terrain familier disparaissant sous les flots tumultueux. Sarah serra la veste trempée de Mike. « Oncle Mike, les lions, ils se dirigeront vers les hauteurs », l'assura Teil,
bien que l'incertitude obscurcissait ses yeux. Ce sont des animaux intelligents. Un cri attira leur attention. À 20 mètres de là, sur une autre élévation rocheuse, Richard Thornton et son chauffeur avaient également trouvé un refuge temporaire. Le coûteux imperméable de l'ancien dirigeant était déchiré et boueux, ses cheveux argentés collés à son crâne. Les deux hommes regardèrent l'équipe de conservation avec un mélange de soulagement et de ressentiment de se retrouver dans la même situation. Pendant près d'une heure, ils restèrent bloqués alors que l'orage continuait son assaut. La radio crépita occasionnellement avec des mises à jour de Ray et de l'équipe, qui tentaient de les atteindre depuis la Crétaie, mais étaient entravés par l'expansion des crues. Sarah, malgré sa propre situation difficile, continuait de scruter le flanc de la colline à la recherche du moindre signe des lions. « J'aurais dû porter le cube vers les hauteurs », se dit-elle. « Et si cela ne marche pas ?»« Sarah, tu as fait tout ce que tu pouvais, » dit fermement Mike, plus que quiconque n'aurait pu l'espérer. Le rire amer de Thornton traversa l'eau qui les séparait, « Comme ton père, n'est-ce pas, ma fille, Jack Miller et ses précieux lions ? Regarde où ça l'a mené. » Mike se tendit. « Ferme-la, Thornton, ou tu vas nager jusqu'ici. » Le visage de Thornton se contorsionna d'un mélange de rage et de quelque chose de plus sombre. Cette fille mérite de connaître la vérité sur son papa héroïque. Ce n'est pas le moment, avertit Mike. Mais Sarah regardait déjà, le regardant avec des yeux interrogateurs. De quoi parle-t-il, oncle Mike? Quelle vérité? Avant que Mike ne puisse répondre, un grondement sourd, qui n'était pas le tonnerre, vibra dans l'air. De leur position élevée, ils pouvaient voir une nouvelle vague d'eau dévaler les collines, charriant avec elle un enchevêtrement massif d'arbres et de broussailles. « Accrochez-vous » cria Mike, enroulant ses deux bras autour de Sarah et s'arc-boutant contre la paroi rocheuse. Les débris frappèrent leur îlot rocheux avec suffisamment de force pour faire trembler la pierre sous eux. Logique là, les trempant de nouveau, mais leur perchoir tenait bon. Thornton et son chauffeur n'eurent pas autant de chance. Leur plus petit affleurement fut directement touché par un grand ACA déraciné. Le chauffeur fut emporté immédiatement. Son cri fut court, alors que le courant l'emportait. Thornton réussit à s'accrocher à l'arbre lui-même, alors que sa plateforme rocheuse s'effondrait, ses jambes pendant dans l'eau courante. « À l'aide » cria-t-il, regardant directement Mike. « Pour l'amour de Dieu, aidez-moi. » Mike hésita à peine une fraction de seconde avant de se tourner vers Shane. « Gardez Sarah ici, ne la laissez pas bouger. »« Oncle Mike, non. » Sarah lui agrippa le bras. « C'est trop dangereux. » Mike écarta doucement ses doigts. « Je dois essayer, ma puce. C'est ce que ton père aurait fait. » Utilisant l'arbre partiellement immergé comme un pont, Mike se fraya prudemment un chemin vers Thornton. Le visage de l'ancien dirigeant était un masque de terreur alors que le courant tirait sur le bas de son corps. Lorsque Mike fut suffisamment proche, il tendit la main, « Saisissez-la » cria-t-il. Au-dessus du rugissement de l'eau, Thornton tendit les doigts, les touchant presque. Puis une étrange expression traversa le visage du vieil homme, le calcul remplaçant la peur. « Ton frère a toujours été un imbécile » cracha-t-il, se jetant soudain en avant, non pas pour prendre la main de Mike, mais pour lui agripper le bras, essayant d'utiliser le corps de Mike pour se hisser. Le mouvement inattendu faillit envoyer Mike dans les flots. Il tituba sur l'écorce glissante, luttant pour garder l'équilibre alors que Thornton l'agrippait avec une force désespérée. Ce qui est arrivé à Jack n'était pas un accident, siffla Thornton. Son visage à quelques centimètres de celui de Mike. Il a trouvé nos tests sur les terres protégées, a dit qu'il avait des photos. Des preuves menaçaient d'exposer le tout. Mike se figea, le rugissement de l'eau s'estompant en bruit de fond. « Vous l'avez tué » murmura-t-il. La prise de conscience apparaissant comme un coup physique. Le rire de Thornton était presque hystérique. Il a glissé. Nous nous disputions au bord des gorges. Je l'ai juste aidé. Il était si facile de faire croire à un accident. Ton frère amoureux de la nature grimpait toujours dans des endroits dangereux. Personne ne s'est posé de questions. Oncle Mike. Le cri de Sarah perça les aveux. Le pont d'arbres se déplaçait, l'eau le poussant sur le côté avec une force croissante. Le mouvement ramena Mike au danger présent. Avec la force née de la fureur et de la révélation, il rompit l'étreinte de Thornton et se repoussa en arrière, s'agrippant pour trouver un appui plus stable. La voix de Morgan Thornton craqua de désespoir, « Ne me laissez pas ici. Je le dirai. C'était un accident. Je n'ai jamais voulu que Jack meure.
Mike fixa l'homme qui avait pris la vie de son frère, qui avait volé son père à Sarah. Pendant un sombre instant, il envisagea de laisser les crus avoir leur vengeance. Puis il pensa à Jacques, à ce qu'il ferait, à ce qu'il voudrait. « Prends ma main, dit Mike, la voix plate. Mais si tu essaies quoi que ce soit, je jure que je te laisserai partir. » Juste au moment où leurs mains s'agrippèrent, l'arbre bougea de nouveau avec un rire nauséabond. Les deux hommes perdirent pied, plongeant dans l'eau tumultueuse. Sarah cria, regardant impuissante son oncle disparaître sous la surface boueuse. Le docteur Chen la retint du bord avec toute sa force. Pendant des secondes sans fin, il n'y eut que le rugissement de l'eau et les prières désespérées de Sarah. Puis, à 20 mètres en aval, la tête de Mike sortit de la surface. Il s'accrochait à un tronc d'arbre flottant d'une main, et de l'autre, il serrait toujours le col de Thornton, le visage de l'ancien dirigeant à peine au-dessus de l'eau. Là. Sarah pointa frénétiquement, « Docteur Chen, nous devons les aider. » Chen examinait déjà leurs options. « Nous ne pouvons pas les atteindre d'ici. Ils se déplacent trop vite. Mais s'ils peuvent atteindre ce virage, le courant pourrait les pousser vers la berge. » La radio crépita. La voix de Ray passa, brisée mais audible. « Mike, si tu m'entends, nous vous avons repéré. Tenez bon. Nous préparons un filin au virage. » Sarah regarda, le cœur battant la chamade, son oncle luttant contre le courant, frappant de toutes ses forces pour incliner le tronc d'arbre vers la courbe extérieure du lit de la rivière inondée. Incroyablement, Thornton aidait maintenant, son propre instinct de survie surmontant sa trahison antérieure. Alors qu'ils approchaient du virage, Sarah put voir Ray et deux autres gardes forestiers sur une berge relativement stable, se préparant à lancer des lignes de sauvetage. « Ça va être serré, oncle Mike » cria Sarah, bien qu'elle sache qu'il ne pouvait pas l'entendre, au-dessus des eaux, rugissement à votre gauche, poussé à gauche. Comme s'il l'entendait, Mike donna un puissant coup de pied, modifiant leur trajectoire. Juste assez, la corde de Ray traversa les airs, atterrissant sur le tronc. Mike l'attrapa d'une main, l'enroulant autour de son poignet. Alors que les gardes forestiers commençaient à tirer, pendant un instant, il sembla qu'ils allaient réussir. Puis Thornton perdit son poids, entraînant presque Mike dans le courant principal. Les gardes forestiers tirèrent plus fort. Pouce par pouce exténuant, le tronc se rapprocha du rivage. Finalement, épuisés et haletants, les deux hommes furent tirés sur un sol relativement solide. « Nous devons monter immédiatement » dit Ray, alors que Chen et Sarah se frayèrent prudemment un chemin vers eux pour les rejoindre. Toute cette zone pourrait passer sous l'eau si la damnée rivière déborde. Mike hocha la tête, trop épuisé pour parler. Son regard trouva Sarah et le soulagement inonda ses traits. Il ouvrit les bras et elle se jeta dedans, enfouissant son visage contre sa chemise trempée. « Oncle Mike » sanglota-t-elle. « J'ai cru que j'allais vous perdre aussi. »« Pas maintenant, ma puce » murmura-t-il. « Je l'ai promis à ton père, souviens-toi. » Sarah recula son jeune visage. Tout à coup, elle comprit, « Il a tué mon père, n'est-ce pas ? » « Je l'ai entendu. » Mike ferma brièvement les yeux. « Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous devons nous mettre en sécurité. » Alors qu'ils s'aidaient les uns les autres à remonter la pente vers la Jeep qui les attendait, un bruit les fit tous se retourner. Sur la crête, au-dessus d'eux, se profilaient contre les nuages d'orage, les formes indubitables des lions. La fierté avait trouvé les hauteurs, comme Mike l'avait prédit. À l'avant se tenait Nala, son cube blessé, pressé contre elle pendant un long moment à bout de souffle. Les humains et les lions se regardèrent à travers le paysage transformé, puis, d'un mouvement de la queue, Nala se détourna, menant sa fierté plus loin dans la sécurité des collines. Ils l'ont fait. Sarah sourit, brisant ses larmes. Mike lui serra l'épaule. Oui, ils l'ont fait, grâce à toi. Richard Thornton, soutenu par deux gardes forestiers, les regarda avec une haine nue. Cela ne change rien, cracha-t-il. C'est votre parole contre la mienne, un enfant et un frère en deuil qui vous croiraient. Sarah se tourna vers lui, le menton levé d'un geste qui rappelait tellement son père que cela serra le cœur de Mike. Vous avez tort, dit-elle simplement, sortant le journal de son père de l'intérieur de sa veste. D'une manière ou d'une autre, elle l'avait gardé en sécurité à travers tout. Papa a tout écrit, les coordonnées de votre forage illégal, les dates, même les disputes qu'il a eues avec vous. Tout est là. Le visage de Thornton se vida de sa couleur. Et maintenant, ajouta Mike doucement, nous avons aussi votre confession.
la radio et la main de Ray crépitèrent à nouveau. La voix à l'autre bout était excitée, presque joyeuse. Malgré les circonstances, vous n'allez pas le croire. L'orage a détruit l'une des structures temporaires de Blackstone près de la crête. Nous avons trouvé toute une cache de documents, des relevés géologiques, des rapports de forage non autorisés. Tout ce que Jack cherchait. Alors que l'implication s'installait, Thornton sembla se dégonfler, la lutte l'abandonnant, laissant la preuve que Jack était mort en essayant de trouver, avait survécu, attendant tout ce temps d'obtenir justice pour son découvreur. Le moteur de la Jeep rugit, prêt à les emmener à la sécurité des hauteurs. Alors qu'ils montaient, Sarah jeta un dernier coup d'œil à la crête où se tenaient les lions. Que ce soit une illusion de la lumière vacillante ou quelque chose de plus, elle aurait pu le jurer. Elle vit la grande silhouette de Nala, l'observant toujours, les yeux ambrés reflétant une connaissance au-delà de la compréhension humaine. En sauvant le cube, Sarah avait mis en mouvement des événements qui allaient finalement rendre justice à son père, et quelque part dans les étendues sauvages de la réserve, un jeune lion grandirait avec la chance que son père lui avait donnée, tout cela parce qu'une petite fille avait trouvé le courage de suivre son cœur. L'orage continuait son assaut sur le paysage, mais le pire était passé pour les lions et les humains qui avaient lutté pour les protéger. Un nouveau jour allait bientôt poindre. Le voyage vers les hauteurs était périlleux. Les phares de la Jeep découpaient un faible chemin dans l'obscurité et les nappes de pluie, les pneus luttant pour s'accrocher sur la piste boueuse. À l'intérieur, Sarah était assise serrée entre oncle Mike et le docteur Chen, son petit corps tremblant de froid et d'adrénaline. En face d'eux, Richard Thornton était assis dans un silence de pierre, flanqué de 2 gardes forestiers qui le surveillaient comme des faucons. Il y a un avant-poste de gardes forestiers à environ 2000 d'ici, à plat ray depuis le siège du conducteur. Nous pourrons y attendre le pire de la tempête. Les doigts de Sarah revenaient sans cesse à la poche de sa veste trempée, tâtant l'épaisseur rassurante du journal de son père. Les pages seraient endommagées par l'eau, mais la couverture imperméable que Jack avait fabriquée à partir d'un ancien étui de cartes avait protégé le contenu le plus important. Son père avait toujours été préparé. Respecte toujours la puissance de la nature, lui avait-il dit d'innombrables fois. Elle donne la vie, mais elle peut aussi la prendre aussi facilement. Alors que la Jeep franchissait un virage serré, les phares illuminèrent brièvement quelque chose sur le sentier devant eux, un éclair de fourrure fauve disparaissant dans les sous-bois. « Avez-vous vu ça ?» Sarah s'assit bien droite, collant son visage à la fenêtre. « Je crois que c'était eux. » Mike regarda à travers le verre de la pluie, les lions. Ils se dirigent vers les grottes de la crête nord. C'est leur abri habituel pendant les tempêtes. Nous devons les suivre, insista Sarah. Le cube est toujours blessé. Et s'il ne peut pas suivre? Le docteur Chen posa une main douce sur l'épaule de Sarah. Les lions prennent soin de leurs petits biens avant que les humains ne viennent t'aider. Chérie, Nala sait quoi faire. Mais Sarah ne pouvait pas se défaire du sentiment de responsabilité envers le petit cube. Elle avait créé un lien avec lui pendant ces moments tendus près du tuyau, avait vu la peur et la confiance dans ses yeux. Dans son esprit, leur destin était désormais en quelque sorte lié. La Jeep s'arrêta brusquement, projetant tout le monde en avant. À travers le pare-brise, il pouvait voir qu'un arbre massif était tombé en travers de la route, son énorme système racinaire arraché à la terre ramollie. Nous devrons contourner, décida Ray, mettant le véhicule en marche arrière. Il y a une ancienne piste d'entretien à environ un demi-mille de là. Elle est plus raide, mais devrait nous amener à l'avant-poste. Alors qu'il reculait, Sarah remarqua que son oncle fronçait les sourcils chaque fois que la Jeep heurtait un mauvais passage. Dans le chaos de leur fuite, elle n'avait pas réalisé qu'il était blessé. « Vous êtes blessé ?» dit-elle, remarquant pour la première fois la tache sombre qui s'étendait sur sa manche. Mike tenta de sourire d'un air rassurant, juste une égratignure, quand Thornton et moi sommes allés dans l'eau. « Je vais bien. » Le docteur Chen se pencha pour examiner la blessure, son expression devenant sérieuse. « Ce n'est pas qu'une égratignure, Mike. Vous avez une profonde entaille là. Je dois la nettoyer et la bander correctement lorsque nous atteindrons l'avant-poste. » La voie alternative s'avéra encore plus difficile que prévu. L'étroite piste d'entretien épousait la crête, avec une falaise abrupte d'un côté qui était de plus en plus instable en raison du sol saturé. Ray dut à 2 reprises faire rugir le moteur pour passer les sections où la boue menaçait de les embourber. Presque arrivé, encouragea Teil, les jointures blanches sur le volant. Sarah sentit quelque chose bouger dans sa poche, le médaillon de son père, une boussole en argent qu'il avait toujours portée sur le terrain. Elle la sortit, le poids familier étant réconfortant dans sa paume.
Le visage était égratigné et bosselé, portant les marques de ses années dans la nature. Mais les aiguilles oscillaient toujours fidèlement, pointant rapidement vers le nord. Jacques lui avait donné cela pour son 8e anniversaire, quelques mois seulement avant sa mort. Lorsque tu seras perdu, avait-il dit, la plaçant dans ses petites mains, cela t'aidera toujours à trouver ton chemin. La Jeep heurta un ornière particulièrement profonde, envoyant une secousse dans le véhicule. Sarah halta lorsque le médaillon glissa de ses doigts, rebondissant une fois sur le sol avant de rouler vers la fenêtre partiellement ouverte de son côté. Non, cria-t-elle, se jetant dessus. Ses doigts effleurèrent le métal froid, juste au moment où la Jeep bascula de nouveau et, avec horreur, le précieux souvenir roula par la fenêtre et dans l'obscurité. « Arrêtez, Sarah » cria-t-elle. « La boussole de mon père est tombée. » Ray regarda en arrière, son expression sympathique mais ferme. « Sarah, nous ne pouvons pas nous arrêter ici. La route pourrait s'effondrer à tout moment. Mais c'est la seule chose que j'ai de lui. » Des larmes jaillirent de ses yeux. « S'il vous plaît. » Mike hésita, tiraillé entre la sécurité et la compréhension de la valeur irremplaçable du souvenir. Avant qu'il ne puisse se décider, Sarah avait détaché sa ceinture de sécurité et tendait la main vers la poignée de la porte. « Sarah, ne fais pas ça. » Mike l'agrippa, mais trop tard. Elle avait glissé dans l'orage. « Continuez, » ordonna Mike à Ray, « arrivez à un terrain plat et arrêtez-vous. Je vais la chercher. » Ignorant sa propre blessure, Mike se précipita dehors dans le chaos. Sarah avait déjà disparu par-dessus le bord de la route, glissant le long de la berge boueuse dans la direction où son médaillon était tombé. La pluie rendait presque impossible de voir à plus de quelques mètres. Mike appela son nom à plusieurs reprises alors qu'il descendait prudemment la pente glissante, sentant le sol bouger de façon menaçante sous ses pieds. À 6 mètres plus bas, il aperçut sa petite silhouette accroupie sur ses mains, creusant frénétiquement dans la boue. « Sarah, ce n'est pas sûr. Nous devons remonter maintenant. »« Je l'ai presque trouvé, » répondit-elle, la voix brisée. « Je le sens. » Mike atteignit son côté, posant une main ferme sur son épaule. « Sarah, écoute-moi, ce n'est qu'une chose. Ton père voudrait que tu sois en sécurité plus que toute autre chose. Tu ne comprends pas, sanglota-t-elle, les doigts fouillant toujours. C'est la dernière chose qu'il m'a donnée, qu'il a dit que cela m'aiderait à trouver mon chemin, et maintenant je l'ai perdu. » Comme pour répondre à son désespoir, ses doigts se refermèrent sur quelque chose de solide. Avec un cri de triomphe, Sarah sortit le médaillon couvert de boue de la terre. « Je l'ai !» s'exclama-t-elle en le brandissant. Le moment de victoire fut de courte durée, un bruit profond et sourd s'éleva au-dessus du bruit de la tempête, et Mike sentit le sol sous eux commencer à bouger. « Glissement de terrain, cours !» cria-t-il, attrapant le bras de Sarah et la tirant vers un terrain plus sûr. La boue coulait déjà autour de leurs chevilles, prenant de la vitesse alors que le flanc de la colline saturée s'effondrait. Ils grimpèrent à l'assaut, mais la boue agissait contre eux, les tirant en arrière à chaque pas pénible. Sarah serra le médaillon contre sa poitrine, son poids familier, maintenant un talisman contre le chaos qui les entourait. D'en haut, ils entendirent des cris et virent des faisceaux de lampes de poche coupées à travers la pluie. Les gardes forestiers avaient atteint un sol stable et lançaient des cordes. Mike en attrapa une, l'enroulant d'abord autour de Sarah. « Accroche-toi bien » instruisit-il, s'assurant que le nœud maintiendrait solidement son petit corps. « Ils vont vous tirer vers le haut. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent, tout à coup avec compréhension. « Mais qu'en est-il de vous ? » Il n'y a qu'une seule corde. La boue était maintenant jusqu'aux genoux et montait rapidement. Mike lui donna une légère poussée vers le haut. « Ils la renverront. Je serai juste derrière toi. » Sarah s'accrocha à la corde alors que les gardes forestiers commençaient à tirer, la soulevant de la boue courante. De cette position élevée, elle pouvait voir ce que Mike ne pouvait pas, une section massive du flanc de la colline se détachant au-dessus de lui. « Oncle Mike » cria-t-elle en avertissement. « Au-dessus de vous. » Mike leva les yeux juste au moment où la vague de boue et de débris descendait. Il plongea d'un côté, mais pas assez vite. Le glissement de terrain l'attrapa, l'entraînant sur 6 mètres de pente avant qu'il ne réussisse à s'accrocher à une racine d'arbre exposée. Sarah regarda avec horreur son oncle s'accrocher désespérément à cette bouée de sauvetage, la moitié inférieure de son corps submergé dans la terre en mouvement. Le médaillon, le précieux cadeau de son père qu'elle avait risqué de récupérer, lui parut soudain froid et lourd dans sa main, un prix trop élevé pour ce qui pourrait lui coûter la seule famille qui lui restait. Alors que les Rangers la tiraient en sécurité, les yeux de Sarah restèrent fixés sur la silhouette en difficulté en dessous,
dont l'emprise sur la racine qui l'empêchait d'être complètement emporté s'affaiblissait visiblement. À ce moment-là, Sarah comprit le vrai sens du sacrifice et se demanda si, comme son père avant lui, son oncle Mike paierait le prix ultime pour protéger ce qu'ils aimaient tous. « Tiens bon, Mike » cria Ray, se précipitant pour sécuriser une seconde corde. Les Rangers formèrent une chaîne humaine luttant contre la boue et la pluie, tout en s'efforçant d'atteindre leurs collègues piégés. Sarah avait été tirée en relative sécurité au bord de la route, où le docteur Chen lui enroula une couverture de survie autour des épaules grelottantes. « S'il vous plaît, sauvez-le » supplia Sarah, serrant son médaillon récupéré si fort que ses bords s'enfonçaient dans sa paume. « S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir comme papa. » De sa position précaire, Mike sentait la racine de l'arbre céder par fraction, la boue tirant son bas du corps avec une force implacable, chaque mouvement menaçant de l'entraîner plus profondément à travers le rideau de pluie. Il pouvait à peine discerner l'activité frénétique au-dessus. Ils essayaient, mais ils connaissaient la physique de la situation. Le glissement de terrain était trop puissant, le sol trop instable pour un sauvetage simple. Un étrange calme l'envahit. Si c'était ainsi que cela se terminait, au moins Sarah était en sécurité. Au moins, il avait tenu sa promesse à Jacques de la manière la plus fondamentale. Morgan, une voix perça sa résignation, non pas la voix d'un sauveteur, mais celle de Richard Thornton, l'exécutif minier qui avait réussi à se rendre sur un affleurement rocheux à environ 3 mètres de la position de Mike. Il était attaché par une corde autour de la taille, maintenu par les Rangers au-dessus. « Qu'est-ce que tu fais, bon sang » appela Mike, sincèrement confus par la présence de Thornton dans la zone de danger. Les cheveux argentés de Thornton étaient plaqués sur son crâne, ses vêtements coûteux étaient ruinés par la boue et l'eau. Mais c'était son expression qui attira l'attention de Mike. La froideur calculatrice avait disparu, remplacée par quelque chose de brut et presque désespéré. « Prends ma main. » Thornton tendit son bras, s'appuyant contre le rocher. « Je peux t'atteindre. » Mike regarda avec incrédulité. « Pourquoi m'aiderais-tu ? Tu as pratiquement tué mon frère et j'ai vécu avec ça tous les jours depuis 2 ans. » Thornton cria en retour, sa voix se brisant. « Sais-tu ce que c'est que de voir son visage chaque fois que je ferme les yeux ?» La boue remonta de nouveau, entraînant Mike plus profondément. La racine à laquelle il s'accrochait craqua d'une autre manière menaçante. Il n'avait plus que quelques secondes, pas quelques minutes. Cela ne devait pas arriver ainsi. Thornton continua de se rapprocher malgré le mouvement dangereux de la terre sous lui. Nous nous disputions. J'ai saisi son appareil photo, celui avec les photos de nos sites d'essai. Il a essayé de le reprendre et je l'ai poussé. Je ne voulais pas qu'il tombe. Les yeux de Mike se plissèrent sous la pluie. Tu as laissé tout le monde croire que c'était un accident, qu'il avait été négligent. J'étais un lâche, admit Thornton, les mots semblant lui être arrachés. J'ai été un lâche tous les jours depuis. Mais je ne vais pas laisser un autre homme mourir, si je peux l'éviter, pas aujourd'hui. Prends ma main, bon sang, Morgan. D'en haut, Sarah regardait l'incroyable scène se dérouler, l'homme qui avait tué son père risquait désormais sa propre vie pour sauver son oncle. Le simple récit du méchant et de la victime qu'elle avait construit dans son jeune esprit commença à se fracturer face à cette réalité compliquée. La racine étant sur le point de céder entièrement, Mike n'avait pas le choix. Il lâcha prise et se jeta vers la main tendue de Thornton. Leurs doigts se touchèrent, glissèrent sous la pluie, puis s'emboîtèrent avec une force surprenante pour son âge. Thornton se força et tira, aidant Mike à trouver un appui sur l'affleurement rocheux. « Tirez-nous vers le haut » cria Thornton aux Rangers, tenant sa ligne de sécurité. Nous deux. Centimètre par centimètre pénible, les 2 hommes furent remontés le long de la pente boueuse. Lorsqu'ils atteignirent enfin le sol solide, ils s'effondrèrent tous les deux d'épuisement. Sarah se libéra du bras protecteur du docteur Chen et se jeta sur son oncle, enfouissant son visage contre sa chemise recouverte de boue. « Je pensais que j'allais te perdre aussi » sanglota-t-elle. « Je suis désolé, le médaillon n'en valait pas la peine. » Mike la serra fort. « Tu ne m'as pas perdu, ma puce. Je suis toujours là. » Après leur avoir laissé un moment, Ray s'approcha avec des nouvelles. L'avant-poste des Rangers est complètement coupé. Toute la route du Nord a disparu, mais nous avons le contact radio avec le quartier général. Ils ont envoyé des hélicoptères pour une évacuation d'urgence au lever du jour. Nous devons trouver un abri pour la nuit. Il y a un hangar abandonné pour l'équipement minier à environ 800 mètres à l'est, dit Thornton, toujours en train de reprendre son souffle. Construction solide, il devrait tenir.
Le groupe fit son chemin lent et pénible à travers la tempête qui continuait, jusqu'au hangar. Quand ils l'atteignirent, il était en effet robuste, une structure métallique ondulée ancrée sur des fondations en béton. L'intérieur était sec, grand, sinon chaud, avec assez d'espace pour que tout le monde s'installe pour la longue nuit qui s'annonçait. Alors que le docteur Chen soignait enfin correctement la blessure de Mike, Sarah se retrouva assise près de Thornton. L'exécutif minier semblait d'une certaine manière diminuer, ses vêtements coûteux réduits à des chiffons boueux, sa présence dominante remplacée par quelque chose de plus humain, de plus vulnérable. « Pourquoi vous êtes-vous disputé avec mon père » demanda-t-elle soudainement, sa jeune voix perçant le bruit de la pluie sur le toit métallique. Thornton eut l'air surpris, puis résigné. Il jeta un coup d'œil à Mike, qui hocha légèrement la tête. Il était temps de dire la vérité. Votre père a découvert que ma société menait des explorations illégales dans des zones protégées, dit Thornton après un moment, des zones où nous n'avions pas le droit d'être. Jacques avait des preuves, des photographies, des coordonnées. Il m'a confronté en privé avant de rendre la chose publique, m'a donné une chance d'arrêter les opérations et de restaurer les zones endommagées. C'était son genre, dit Mike doucement de l'autre côté de la pièce, a toujours cru que les gens pouvaient faire mieux si on leur en donnait la chance. Je n'ai pas vu les choses de cette façon à l'époque, continua Thornton, tout ce que j'ai vu, c'était la menace qui pesait sur tout ce que j'avais construit, des millions de bénéfices potentiels, la réputation de ma société, mon héritage. Nous nous sommes disputés aux gorges de Kingfisher. Il avait son appareil photo avec les preuves. J'ai essayé de le prendre. Sa voix faiblit. Tu l'as poussé, dit Sarah, d'un ton plat. Ce n'était pas une question. Les yeux de Thornton se fermèrent brièvement de douleur. Oui, je ne voulais pas qu'il tombe, mais il est tombé, à près de 18 mètres sur les rochers en contrebas. Quand je suis descendu, il était déjà parti. La cabane se tut, à l'exception de la tempête à l'extérieur. Sarah baissa les yeux sur le médaillon couvert de boue dans sa main, le dernier cadeau de son père. La grande ironie, continua Thornton après un moment, est que j'ai obtenu ce que je voulais ce jour-là. Son appareil photo a été détruit dans la chute. Les preuves ont disparu, mais je n'ai plus dormi de la nuit depuis. Votre père me hante, Sarah. Son dernier regard de surprise, pas même de colère, juste surpris qu'un autre humain puisse le trahir de cette façon. C'est pour ça que vous avez essayé de sauver l'oncle Mike. Sarah réalisa, vous essayez de vous rattraper de ce que vous avez fait. Thornton eut un rire creux. Rien ne peut réparer ce que j'ai fait, mais oui, peut-être que cela en fait partie. Une agitation à l'extérieur interrompit la confession. Ray, qui montait la garde, appela avec insistance de l'embrasure de la porte. Il faut que vous voyiez ça. Malgré leur épuisement, tout le monde se dirigea vers la porte. Ce qu'ils virent les laissa sans voix. Là, dans la clairière, devant le hangar illuminé par la lampe de poche de Ray, se tenait Nala. La robe de la lionne était trempée, mais sa posture était forte, puissante, et à côté d'elle, se pressant contre elle pour les jambes, pour se protéger de la pluie, il y avait son petit, celui-même que Sarah avait libéré du tuyau. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » murmura le docteur Chen, c'est à des kilomètres de leur territoire. Sarah fit un pas en avant, le cœur battant. « Elle nous a suivis » dit-elle avec une certitude absolue. Elle m'a suivi, comme pour confirmer ses paroles. Le regard de Nala se fixa sur celui de Sarah. Il y avait quelque chose dans ses yeux ambrés qui transcendait les limites traditionnelles entre l'homme et l'animal sauvage, une reconnaissance, une conscience qui fit frissonner tout le monde. Le petit, semblant plus fort que lorsqu'il l'avait vu pour la dernière fois, malgré son épreuve, fit un pas hésitant vers Sarah. Nala ne fit aucun mouvement pour l'arrêter, bien que ses muscles restent tendus, prêts à protéger si nécessaire. Elle se souvient de Sarah, murmura Mike. Ils font tous les deux des choses impossibles, marmonna Thornton. Ce ne sont que des animaux. Mike posa une main sur l'épaule de Sarah. Votre père disait toujours qu'il y avait plus dans les lions que la science ne l'avait découvert. Il croyait qu'il se souvenait des visages, de la gentillesse et de la cruauté, à travers les années. Alors qu'il regardait avec effroi, Nala leva soudainement la tête, ses oreilles se tournant vers quelque chose que seule elle pouvait détecter. Sans avertissement, elle poussa son petit et les deux lions se retournèrent et disparurent dans la pluie, dans les ténèbres trempées aussi vite qu'ils étaient apparus. Quelques secondes plus tard, ils comprirent le départ soudain de la lionne. Le grondement profond s'éleva au-dessus de la tempête. Mais ce n'était ni le tonnerre, ni un autre glissement de terrain. C'était le bruit lointain mais imminent des rotors d'hélicoptères.
L'équipe de sauvetage, confirma Ray, vérifiant sa radio, ils arrivent tôt, malgré la tempête. Quelqu'un a dû leur dire que nous avons un blessé et un enfant. Sarah continua de fixer l'endroit où les lions avaient disparu. Elle le savait, dit-elle doucement, elle savait que l'aide allait venir pour nous. C'est pour ça qu'elle est partie. La plupart des adultes échangèrent des regards sceptiques, mais Mike lui serra doucement l'épaule, peut-être bien, ma puce, ton père l'aurait cru. Alors qu'ils se préparaient à l'évacuation, rassemblant ce qu'ils avaient, Sarah nettoya soigneusement le médaillon de son père. La face de la boussole était intacte, l'aiguille pointant toujours vers le vrai nord. Mais il lui sembla maintenant qu'il portait une signification supplémentaire, une connexion non seulement avec son père, mais avec quelque chose de plus grand, quelque chose que son père avait compris et avait essayé de lui enseigner. En sauvant le lionceau, Sarah n'avait pas seulement aidé à préserver la faune bien-aimée de son père, mais avait d'une manière ou d'une autre, mis en mouvement des événements qui révéleraient la vérité sur sa mort et apporteraient une mesure de justice à sa mémoire. Et, peut-être plus remarquablement que tout, elle avait formé un lien avec les créatures mêmes qui avaient été les plus proches du cœur de Jack Miller, une connexion qui semblait transcender les limites normales entre l'homme et la nature sauvage. Alors que le bruit de l'hélicoptère de sauvetage se faisait plus fort, Sarah rangea le médaillon en lieu sûr. Elle avait trouvé sa voie après tout comme son père l'avait promis qu'elle le ferait. 3 mois s'étaient écoulés depuis la tempête qui avait tout changé. Le printemps africain était arrivé, apportant avec lui une nouvelle croissance qui adoucit les cicatrices laissées par les inondations. Des herbes ont germé en taches vertes vives sur les zones qui avaient été dépouillées par les eaux déchaînées. La nature, comme toujours, était occupée à l'œuvre de renouvellement. Sarah était assise sur le porche de la cabane des Rangers, sa jambe posée sur un tabouret rembourré. Les médecins l'avaient assuré que la fracture guérirait complètement, mais pour l'instant, elle devait encore limiter ses aventures. Le plâtre, autrefois d'un blanc immaculé, était maintenant couvert de signatures et de dessins colorés de ses nouveaux amis du programme des jeunes Rangers. L'oncle Mike sortit de la cabane en portant 2 verres de limonade. Ses propres blessures avaient été moins graves, bien que la cicatrice sur son bras resterait un rappel permanent de cette nuit. « Comment va la jambe aujourd'hui, ma puce ?» demanda-t-il. S'installant dans la chaise à côté d'elle, Sarah accepta le verre froid avec gratitude. Le docteur Chen dit. Peut-être encore 2 semaines avec le plâtre. Ils restèrent assis dans un silence confortable, regardant une famille de phacochères passer au trot à une distance respectueuse. Les animaux de la réserve semblaient plus visibles ces jours-ci, comme si les limites entre leur monde et l'établissement humain s'étaient d'une certaine manière adoucies. Les changements allaient bien au-delà du paysage. Les aveux complets de Richard Thornton avaient envoyé des ondes de choc à la fois dans la communauté de la conservation et dans le monde de l'entreprise. Les actions de Blackstone Mining avaient chuté alors que les enquêtes révélaient l'ampleur de leurs opérations illégales. L'entreprise était en cours de dissolution, ses actifs étant gelés en attente de multiples procès. Thornton lui-même s'était rendu aux autorités à son retour de la réserve. L'histoire publique selon laquelle il avait risqué sa vie pour secourir un ranger pendant la tempête l'avait brièvement dépeint sous un jour héroïque, jusqu'à ce que la vérité complète sur la mort de Jack Miller émerge, en attente d'un procès pour homicide involontaire et de nombreuses infractions à l'environnement. Thornton avait pris une décision importante qui avait surpris tout le monde. Il avait dirigé sa fortune personnelle considérable, distincte des actifs de son entreprise, pour créer le fonds de conservation commémoratif Jack Miller. Les avocats ont rappelé ce matin, mentionna Mike en sirotant sa limonade. Les administrateurs du fonds veulent savoir si vous souhaitez avoir votre mot à dire sur le programme de bourse qu'ils mettent en place. Sarah réfléchit à cela, regardant les acacias lointains se balancer dans la brise. Je pense que papa voudrait que les bourses soient versées aux étudiants locaux, dit-elle. Finalement, des gens qui ont grandi près des réserves et qui comprennent pourquoi elles sont importantes. Mike sourit. C'est exactement ce que je leur ai dit, que tu dirais. Au lendemain de la tempête et des révélations, Sarah était devenue une sorte de célébrité à contre-cœur dans les cercles de la conservation. L'histoire de la fillette de 10 ans qui a sauvé un lionceau et a involontairement amené le meurtrier de son père devant la justice avait captivé l'imagination du public. Des lettres et des courriels sont arrivés du monde entier, beaucoup d'enfants étant inspirés par son courage. Plutôt que de se soustraire à l'attention, Sarah avait saisi l'occasion d'honorer l'héritage de son père. Avec le soutien de l'oncle Mike, elle avait mis en place un programme d'observation de la faune pour les enfants, leur enseignant les techniques minutieuses et respectueuses que son père lui avait transmises. « As-tu décidé ce que tu veux faire pour ton anniversaire la semaine prochaine ?» demanda Mike, changeant de sujet. 11 ans, c'est pas rien.
Les yeux de Sarah s'illuminèrent. Je veux aller à Lyon Ridge toute la journée avec les longues vues. Le docteur Chen a dit que les petits auront environ 6 mois maintenant, assez vieux pour commencer à s'aventurer plus loin de leur mère. Mike hocha la tête, s'étant attendu à cette réponse. Le lien de Sarah avec la fierté des lions n'avait fait que se renforcer dans les mois qui avaient suivi le sauvetage du petit. Bien qu'elle respecte strictement les protocoles de sécurité appropriés, une condition que Mike avait maintenant exigée, sa fascination pour le suivi et l'observation des lions s'était développée en un véritable intérêt scientifique. En parlant des lions, dit Mike, fouillant dans sa poche, Ray a appelé de la zone nord ce matin, il pensait que tu aimerais voir ça. Il lui tendit une photographie, fraîchement imprimée sur papier glacé. Sarah eut un léger halètement. L'image montrait la fierté de Nala se reposant à l'ombre tachetée au premier plan. Au loin, se trouvait le petit qu'elle avait secouru, maintenant considérablement plus grand, son pelage brillant de santé, la blessure à la jambe complètement guérie. Ils l'ont appelé Safi, lui dit Mike. Ça veut dire petit survivant en swahili. Sarah traça l'image du petit avec son doigt. Safi, répéta-t-elle doucement, j'aime ça. Le bruit d'un véhicule approchant attira leur attention. Une nouvelle Land Rover étincelante avec le logo de la réserve peint sur le côté. Elle s'arrêta devant la cabane, le docteur Emily Chen en sortit en portant un dossier rempli de papiers. Bonne nouvelle, annonça-t-elle en gravissant les marches du Porsche, le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité l'élargissement des limites de la réserve. Avec les terres de Blackstone revenant à la protection fédérale et les nouvelles servitudes de conservation, nous avons augmenté le territoire protégé de près de 40%. Mike siffla doucement. Jacques aurait été aux anges. Il y a plus, continua Chen, les yeux brillants alors qu'elle se tournait vers Sarah. Tu te souviens de ce poste d'observation, que ton père essayait de faire approuver avant sa mort, celui qui donne sur l'abreuvoir préféré de la fierté? Le conseil d'administration en a autorisé la construction et ils veulent l'appeler le poste d'observation de la faune de Sarah Miller. Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. Vraiment, nommé d'après moi. Tu l'as mérité, l'assura Chen. Ton père serait si fier de la façon dont tu as poursuivi son œuvre. Alors que Chen et Mike discutaient des détails de la construction, l'attention de Sarah se porta sur les collines au-delà de la cabane. Son père lui avait appris que la conservation ne consistait pas seulement à protéger les animaux. Il s'agissait de les comprendre, de les respecter et de reconnaître l'équilibre délicat qui reliait tous les êtres vivants. En sauvant sa fille, elle avait d'une manière ou d'une autre renforcé cette connexion de manière qu'elle découvrait encore. La semaine suivante, le matin de son 11e anniversaire, Sarah se tenait à Lyon Ridge avec l'oncle Mike à ses côtés. Son plâtre avait été enlevé 2 jours plus tôt et bien que sa jambe soit encore un peu raide, rien ne pouvait diminuer la joie de retourner à cet endroit spécial. À travers la puissante longue-vue, elle scruta le territoire familier en dessous. « Je suis là », murmura-t-elle avec excitation, ajustant la mise au point près du baobab tombé. Mike regarda à travers ses jumelles, « Bons yeux, ma puce ». Les lions étaient rassemblés dans la fraîcheur matinale, les adultes se prélassant tandis que les petits, maintenant adolescents, jouaient réellement. Avec une coordination et une force croissante, Sarah identifia facilement Safi parmi eux, reconnaissable par la marque sombre unique autour de son œil droit et sa taille légèrement inférieure à celle de ses frères et sœurs. Safi semble suivre le rythme des autres maintenant, observa Mike. Il n'y avait aucun signe de cette blessure, qui le ralentissait. Alors qu'il regardait, Safi se sépara soudainement du groupe de jeu, trottant vers un rocher légèrement surélevé. À la stupéfaction de Sarah et de Mike, le jeune lion se tourna et sembla regarder directement vers Lyon Ridge, vers eux, bien qu'il soit bien caché dans le poste d'observation et qu'il soit sous le vent. C'était comme si Safi avait d'une certaine manière senti leur présence. « C'est impossible », murmura Mike. « Nous sommes trop loin et complètement cachés. » Pourtant, Sarah n'était pas surprise. Dans les mois qui avaient suivi le sauvetage, elle en était venue à croire que son lien avec ce lion particulier dépassait toute explication normale. Son père avait souvent parlé des mystères qui existaient entre les humains et les animaux sauvages, des liens que la science ne pouvait pas pleinement expliquer, mais qui n'étaient pas moins réels pour leur inexplicabilité. Papa dirait que certains animaux savent juste les choses, dit Sarah doucement. Il me raconterait des histoires de pisteurs qui pouvaient communiquer avec la faune de manière qui dépassait la formation ou la science. Mike sourit. Il croyait certainement qu'il y avait plus dans ces magnifiques créatures que la plupart des gens ne le reconnaissent. Ils passèrent toute la journée sur la crête, observant les mouvements et les comportements de la fierté. Sarah documenta soigneusement tout dans son propre journal,
un cadeau d'anniversaire de l'oncle Mike qui correspondait à celui de son père dans les moindres détails. Lorsque la chaleur de l'après-midi les poussa à chercher de l'ombre, Sarah et Mike partagèrent le pique-nique spécial qu'Agnès avait préparé pour l'occasion. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, peignant la savane d'or et d'ambre, Sarah rangea son carnet et sa longue-vue. Ce fut un anniversaire parfait, rempli de la joie tranquille du contact avec la faune que son père avait aimée. Ils étaient sur le point de repartir lorsque des mouvements au loin attirèrent l'attention de Sarah. La fierté était de nouveau en mouvement, profitant de l'air plus frais du soir pour commencer sa patrouille nocturne, mais au lieu de suivre son chemin habituel vers l'abreuvoir, elle se dirigeait vers la base de Lion Ridge, directement vers l'endroit où Sarah et Mike se tenaient. « Devrions-nous y aller ?» demanda Sarah soudainement incertaine. Mike vérifia la direction du vent. « Ils ne devraient pas pouvoir nous sentir d'ici et nous sommes bien à l'écart de leur chemin, restons à regarder un peu plus longtemps. » Les lions se déplaçaient avec une grâce fluide à travers les hautes herbes, Nala en tête avec le mâle juste derrière, les petits, dont Safi, bondissaient à leur côté, s'égarant occasionnellement pour explorer des odeurs intéressantes, avant de rejoindre le groupe. Lorsqu'ils atteignirent la base de la crête, la fierté fit une pause, comme si elle attendait quelque chose. Puis, en un instant qui fit retenir leur souffle aux deux humains, Nala leva les yeux directement vers leur point d'observation. À côté d'elle, Safi fit de même. « Ils savent que nous sommes là », murmura Sarah. Ils l'ont toujours su. Pendant de longues minutes, les lions restèrent leur regard fixé sur les humains au-dessus. Il n'y avait aucune agressivité dans leur posture, aucune intention de traque ou de prédation, juste une conscience calme, une reconnaissance de présence. Votre père avait l'habitude de dire que la véritable conservation vient du respect mutuel, dit Mike doucement, que parfois, si nous avons beaucoup de chance, les animaux sauvages choisissent de partager un moment de contact avec nous. Alors que le coucher du soleil s'intensifiait, Nala finit par se détourner, guidant sa fierté vers ses terrains de chasse nocturne. Safi s'attarda un instant, cette marque sombre distinctive autour de son œil lui donnant une expression presque curieuse. Puis, avec un dernier regard vers Sarah, il bondit après sa famille, disparaissant dans les ombres qui s'allongeaient. Sarah sentit des larmes lui piquer les yeux, bien que ce ne soient pas des larmes de tristesse. Il y avait quelque chose de profond dans ce moment, un cercle bouclé, une promesse tenue. Elle avait sauvé sa fille et, en retour, avait reçu non seulement la résolution de l'affaire de son père, mais aussi une connexion plus profonde avec la terre et les créatures qu'il avait aimées. Alors qu'elle et Mike retournaient à leur véhicule dans le crépuscule naissant, la main de Sarah se porta vers le médaillon de son père, maintenant suspendu à une nouvelle chaîne autour de son cou. L'aiguille de la boussole pointait fermement vers le nord, mais Sarah comprenait maintenant que sa véritable direction n'avait jamais été une question de points cardinaux. Il s'agissait de suivre son cœur, d'honorer l'héritage de son père et de reconnaître les liens sacrés entre tous les êtres vivants. La réserve de Willow Creek s'étendait devant eux, protégée désormais de la manière dont Jack Miller n'avait que rêvé, et quelque part dans son immensité, un jeune lion nommé Safi se déplaçait dans la nuit tombante, un témoignage vivant de ce que le courage d'une petite fille pouvait accomplir et des liens extraordinaires qui peuvent se former entre les âmes les plus improbables lorsque la compassion surmonte la peur. Dans ce récit touchant de courage et de connexion, on nous rappelle que les liens que nous forgeons, même dans nos derniers chapitres, peuvent créer des ondes qui durent plus longtemps que notre propre temps sur Terre. L'héritage de Jack Miller ne s'est pas terminé avec sa mort, il a fleuri à travers sa fille, Sarah, qui a porté sa compassion dans des endroits que même lui n'aurait pu atteindre. Pour ceux d'entre nous qui ont subi des tempêtes de la vie, il y a un profond réconfort à savoir que ce que nous enseignons à ceux qui nous succèdent compte beaucoup. Comme la boussole de Jack qui guidait Sarah longtemps après qu'il soit parti, nos valeurs et notre sagesse peuvent montrer à nos proches le vrai nord lorsque nous ne sommes plus là pour leur montrer le chemin. L'histoire de Sarah et du lionceau parle de cette vérité sacrée. Nous comprenons mieux avec l'âge que ce qui nous relie à travers les générations et même à travers les espèces est plus puissant que ce qui nous divise pendant nos années d'automne. C'est peut-être notre vocation la plus importante, nourrir la compassion dans les cœurs plus jeunes, sachant qu'ils la porteront vers l'avant dans un monde que nous ne verrons peut-être jamais. J'espère que vous avez apprécié l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Laissez un j'aime et commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire. À bientôt dans la prochaine vidéo.